Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Il est 7h45 ici à Mbujimaï. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de la radio-télévision Fraternité. Première édition ce jeudi 8 mai 2025. Voici d'abord le sortir du journal. Au Vatican, toujours en attente du nom du nouveau pape qui va remplacer le pape défunt François. Les cardinaux sont réunis en conclave depuis hier. Aucun n'a recueilli les 89 voix nécessaires pour succéder au trône de Pierre. Au diocèse de Mbujimaï, nous allons parler de la poursuite de la retraite des prêtres du diocèse de Mbujimaï. Ils sont réunis depuis lundi soir au grand séminaire pour un temps de ressourcement spirituel. Dans l'actualité provinciale, nous allons parler du retour hier du gouverneur de province Jean-Paul Mbouba-Kapo, qui était en consultation à Kinshasa sur instruction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et dans l'autre temps, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est arrivée hier pour une mission de travail au Kasaï oriental. Nous allons vous faire part de ce qu'elle a mené comme activité hier dans un instant. Et sur le plan national, il y a changement à la tête de l'IGF, l'inspection générale des finances. Christophe Bita 6 mois remplace l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete. Il a été nommé par ordonnance présidentielle lu hier soir à la télévision nationale. À suivre dans la seconde partie de ce journal la page météo ainsi que la page des sports avec la finale de l'UEFA Champions League qui va opposer les Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan. Ce journal est mis en onde par Herbert Chibanangandou, supervision de l'antenne Jean-Marie Moulumba. Ici en studio, Sabin Misaka Bumbuyi en compagnie de Célestine Mboula Mukendi. Fraternité matin, on est ensemble et c'est parti. Radio-Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Oui, ce n'est plus qu'une question de temps avant de connaître le nom du futur pape. Une première fumée noire est sortie hier depuis la cheminée de la chapelle Sixtine où sont réunis les cardinaux électeurs en conclave. Après leur entrée hier mercredi, les cardinaux ont procédé au premier scrutin pour l'élection du successeur de Pierre. Selon Radio Vatican consulté ce matin, ils ont fait savoir les résultats de ces premiers votes par une fumée noire. Aucun cardinal n'a recueilli sur son nom les 89 voix nécessaires pour accéder au trône de Pierre. Aucun autre signe. Les cloches de la basilique Saint-Pierre n'ont pas sonné comme lorsque c'est prévu lors de l'élection des nouveaux souverains pontifs. Ce vote n'est pas une surprise puisque depuis 1878, depuis que le conclave est installé dans la chapelle Sixtine, la première fumée du conclave a toujours été noire. Sur la place Saint-Pierre de Rome, 45 000 personnes étaient réunies pour suivre de près la cérémonie sur des écrans géants, renseigne Radio Vatican. Du Vatican, nous venons maintenant ici au diocèse de Mbujimaï, où la retraite du clergé de Mbujimaï se poursuit au grand séminaire Saint-François-Xavier de Lukelengue. Hier, mercredi, c'était la troisième journée de cette retraite presbytérale. Prenant la parole en ces jours, le père Hervé-Marie Ignard a centré son message sur la deuxième graine de la parabole du semeur selon l'évangile de Matthieu, chapitre 13, le verset 5. La deuxième est celle qui entre dans le sol et qui se nourrit. Ainsi, en tant que chrétiens et prêtres par surcroît, nous avons trois nourritures pour notre vie spirituelle. Il a parlé de la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est résister devant le mal et mettre en pratique la parole de Dieu qui est dans la tête, a-t-il précisé. Grâce à ces trois nourritures, nous cultivons une relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et il devient pour nous non pas un ami de plaisir ou d'utilité, mais un ami parfait. On écoute un extrait de cet enseignement. J'ai demandé depuis des années sur ma radio, mais qui n'est pas écoutée par beaucoup de gens. Il faut que nos évêques, dans tous nos diocèses, de tout le monde entier, puissent au moins une fois par an annoncer et dire aux fidèles qu'il n'y a pas d'adoration de Marie dans notre Église catholique. Le premier reproche que tous ces non-catholiques nous font, vous adorez Marie. C'est un mensonge à l'état pur. Nous aimons Marie, oui. Nous avons une dévotion envers Marie, oui. Mais l'adoration de Marie n'existe pas. Nous n'adorons que Dieu, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Et en plus, Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie, nous l'adorons parce que nous croyons qu'il est réellement présent dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, c'est son corps qu'il est là. Et c'est pour ça que Marcello Tunasi, dans sa vidéo sur les vérités bibliques sur Marie, affirme que l'Église catholique n'est pas l'Église de Jésus, mais l'Église de Marie. Que les catholiques ont fait de Marie une déesse. Je ne sais pas comment des gens peuvent aller écouter cet idiot. Ça n'a ni queue ni tête. Et ça montre bien quelque part que là où ils étaient dans l'Église catholique, s'ils étaient catholiques, c'est qu'ils n'ont pas été bien formés. Sinon, ils n'auraient jamais quitté l'Église catholique. Donc, je continue avec ma Bible. Donc, l'Empire romain va persécuter les chrétiens. Il faut attendre 313. 313, c'est l'édit de Milan. L'édit de Milan, c'est un écrit de l'empereur Constantin qui a permis que l'Église catholique ne soit plus persécutée sur le territoire de Rome. Les pères Hervé-Marie Ignard, prédicateur de la retraite des prêtres diocèses de Mbuji-Mayi, et dans l'après-midi d'hier, il est parti de plusieurs versets bibliques pour prouver que la foi catholique est fondée sur la parole de Dieu, et celle-ci est conservée dans les Saintes Écritures dont les garants en est l'Église. Sur ce, toute interprétation biblique qui s'oppose à la doctrine de l'Église est une fausse interprétation, car l'Église a un seul fondateur qui est le Christ, nous dit l'abbé Nicolas Sombolaï, secrétaire de cette retraite. Vous écoutez Buenamuntu Radio et Télévision dans sa première édition des nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 mai 2025. Merci de rester avec nous à l'antenne. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Les nouvelles sur le plan provincial maintenant. Le gouverneur de province Jean-Paul Mbouba-Kapo est rentré hier mercredi ici à Mbuji-Mayi en provenance de Kinshasa. L'autorité provinciale était dans la capitale sur invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité pour des consultations avec les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Aucune déclaration n'a été faite à la presse aussitôt rentrée. Dans une correspondance publiée le mardi 6 mai dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, insistait sur la stabilité des institutions provinciales sur instruction du président de la République. Aussitôt rentré, le gouverneur de province a eu une journée très chargée avec l'arrivée de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Marie-Thérèse Somboyan Mukuna a tenu un meeting d'éveil patriotique sur le terrain de basket du club Miba. Ensuite, dans la soirée, elle a inauguré le nouveau rectorat de l'université officielle de Mbuji-Mayi avant de visiter les chantiers de construction du campus de Cancellé. Quelques heures après son arrivée en Mbuji-Mayi, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a inauguré tard dans la soirée, mercredi, les nouvelles installations du rectorat de l'université officielle de Mbuji-Mayi sur l'avenue Kalonji. Un nouveau cadre tout spacieux et acquis sur fonds propres de l'UOM, où tous les membres du comité de gestion et leurs services travailleront incessamment, loin des dépenses colossales autrefois engagées pour les loyers. Peu avant la coupure du ruban symbolique par Marie-Thérèse Sombo Ayan Safi Mukuna, le secrétaire général administratif de l'UOM a, au nom du comité de gestion Chibakachi Congo, fixé l'opinion sur ses grandes réalisations depuis sa nomination. C'est notamment l'amélioration des conditions de travail du personnel, l'obtention et l'équipement des cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, la construction des méga-auditoires modernes pour les étudiants de la médecine, l'acquisition des différents laboratoires et l'achat de plusieurs concessions dont le rectorat inauguré ces jours, et un centre de biodiversité. Le professeur Guillaume Makalojuma Sapatoka est sur des propos recueillis par Emmanuel Nkalinda Chibang. À ces patrimoines, outre l'amélioration notable du traitement, de la mobilité et du contrôle digitalisé du personnel, nous avons ajouté l'obtention et la réfection des cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, la construction d'un deuxième guest house moderne, la construction et l'équipement des 6 auditoires modernes sur les sites des cliniques universitaires de Mbuji-Mayi. La réhabilitation de bureaux facultaires de la médecine, l'achat des 3 laboratoires modernes, laboratoire de pharmacie, laboratoire de géologie et laboratoire d'informatique. L'acquisition d'un studio pour le département de sciences de l'information et de la communication,
l'acquisition d'un laboratoire de simulation pour la médecine, l'acquisition d'un terrain qui servira d'un centre de recherche. Guillaume Kalonji Mwassa Patoka, secrétaire général administratif de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Après l'inauguration du rectorat de l'UOM, la ministre de l'ESU et les gouverneurs de province ont visité les campus en construction de cet établissement universitaire public. Et ce jeudi 8 mai 2025, Marie-Thérèse Nsombo poursuit son séjour en Mbuji-Mayi. Elle va donner les go pour le 3e colloque international de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Ce colloque est placé sous les titres du sud de Kasaï, au Kasaï orientaux, l'université face à l'avenir de la région congolaise de Mbuji-Mayi. Cette activité scientifique se déroule dans la salle des réunions de l'hôtel métropole du Kasaï. Les tout débutent donc tout à l'heure. Je retrouve maintenant Célestine Namboula Mukendi à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Sabin. La suite du journal, c'est avec vous. Oui, la salle du centre Prof Cham sert de cadre à l'atelier de dissémination du rapport ITA 2022. La cérémonie d'ouverture était présidée le mercredi au nom du ministre provincial des Mines par le coordonnateur de son cabinet. Albert Baya a salué l'engagement de l'initiative de transparence de l'industrie extractive ITA en sigle, qui est une garantie que les recettes vont bénéficier à la population et contribuer au développement de la province. Toutefois, il a regretté la persistance des défis comme l'opacité dans certains contrats, les disparités dans la redistribution des revenus et l'installation des attentes légitimes des communautés locales. Pour lui, l'ITA offre une base actuelle pour corriger les lacunes et renforcer la confiance des parties prenantes. Il a encouragé les participants à prendre part active aux discussions, à s'approprier les données du rapport et à œuvrer pour que nos richesses naturelles soient mises au service du peuple. On écoute au micro de Jean-Claude Kazadi. Cet atelier représente ainsi une occasion précieuse d'échange et de réflexion pour les voies et moyens d'améliorer la gouvernance du secteur extractif dans notre pays. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser sur les exigences de la norme ITA, notamment l'exigence 7.1 qui promet un débat public éclairé, former les acteurs locaux à exploiter des données du rapport pour plaider en faveur d'une gestion plus juste des revenus miniers, écouter les préoccupations des communautés et y répondre par des actions concrètes en synergie avec le gouvernement central et les entreprises. Distingués invités, chers compatriotes, je ne saurais terminer mon adresse de ce jour sans saluer les efforts marquables des partenaires ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de ces rapports et à l'organisation de cet atelier. Votre engagement et votre expertise sont la preuve que la transparence est une cause commune pour nous, pour le bien de notre nation. Organisé par le ministre provincial des Mines, cet atelier de 3 jours est appuyé par le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore en cycle, avec le financement de la Banque mondiale. Il regroupe les acteurs du secteur des mines. Clôture hier mercredi de l'atelier de validation des projets dédiés sur la passation des marchés publics et les partenariats publics-privés. Cadre choisi, la salle du centre Mpokolo Moyo. La cérémonie était présidée par le ministre provincial du budget. Charles Kamaransenda s'est réjoui des résultats atteints car ces 2 instruments réglementaires du niveau provincial balisent la voie de la transparence dans la passation des marchés publics et augurent un nouvel élan pour les investissements à venir. On l'écoute. Comme je peux encore le rappeler, ces 2 instruments réglementaires du niveau provincial balisent la voie d'une transparence dans la passation des marchés et augurent un nouvel élan pour les investissements à venir. Si cette étape est franchie, il reste celle d'obtenir l'adhésion des membres du gouvernement et l'adoption des élus du peuple, pour enfin que la province puisse disposer de ces 2 édits. J'apprécie la facilitation de l'expert de la RMP venu nous accompagner dans cette activité et lui présente mes sincères remerciements.
Au projet encore, je renouvelle ma reconnaissance et salue sa spontanéité chaque fois que la province sollicite son appui, tant technique que financier. Aux uns et aux autres, je souhaite bon retour à vos domiciles. Tout en se réjouissant de l'atterrissage en douceur de ces travaux, le coordinateur provincial du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses publiques en RDC, encore, a demandé que ces textes soient diligemment envoyés à l'Assemblée provinciale pour promulgation. Après discussion au Conseil des ministres provinciaux, Jean-Claude Moussas Magnonc a fait un plaidoyer auprès des experts de l'organe délibérant présents dans la salle pour que ces textes soient examinés en priorité, car deux autres projets dédits ont été déposés depuis plus d'une année maintenant et n'ont jamais été analysés et adoptés. Il a sollicité leur implication en ces termes. Excellence, Monsieur le Ministre, la diligence est attendue de votre ministère pour finaliser la présentation de ces textes au Conseil des ministres et les envoyer le plus rapidement possible à l'Assemblée provinciale pour que la province soit dotée de ces textes de grande importance. C'est aussi l'occasion pour moi de lancer le plaidoyer à l'endroit des experts de l'Assemblée provinciale. Nous avons le privilège d'avoir le directeur de cabinet du président, le chef de cabinet du vice-président de l'Assemblée provinciale et d'autres experts qui sont avec eux. Nous comptons donc sur vous. À ce jour, nous venons, sauf erreur de ma part, de totaliser 4 textes clés. Il s'agit des 2 textes qu'on vient de valider. Il s'agit également du projet dédié sur les marchés publics et le processus de budget participatif. Il y a également le projet dédié sur la répartition des recettes à caractère national. Ces textes totalisent, pour les 2 derniers, ils totalisent à peu près une année sur le bureau du président de l'Assemblée provinciale. Cet atelier avait regroupé les experts de l'exécutif provincial, de l'Assemblée provinciale, de la cellule de passation des marchés publics, les mandataires, les représentants des ETD, de la société civile et de la FEC. Les travaux étaient organisés avec l'appui du projet encore grâce au financement de la Banque mondiale. Célestine, nous parlons maintenant du secteur agricole où les résultats sont jugés satisfaisants. Les activités agricoles évoluent bien au Kasaï oriental grâce à l'appui des différents partenaires techniques et financiers, notamment les Padrir, Pourpa et Enabel, qui ont appuyé le service national de vulgarisation agricole. L'information vient de Nico Ilunga, coordonnateur assistant du service de vulgarisation agricole à l'inspection provinciale de l'agriculture du Kasaï oriental. Il lie l'augmentation de la production de maïs à l'appui des différents partenaires. Ces derniers, soutiennent Nico Ilunga, ont mis à la disposition des producteurs agricoles des semences de qualité. On l'écoute. Les prix de maïs restent stables dans notre province. Ce sont les efforts fournis par l'inspection provinciale de l'agriculture à travers des différents collaborateurs jusqu'au niveau des groupements, des localités, ainsi de suite. La saison a produit, mais je vous rassure que pour cette saison B, on a dû augmenter aussi les superficies en pavé. Ce qui va montrer que l'augmentation va augmenter encore par rapport à la production B. Les différents essais. La production de maïs dépend aussi de la semence de qualité. Les différents partenaires ont mis à la portée des producteurs les semences de qualité. Entre autres, il y a le projet Pourpa. Récemment, nous avons reçu même une visite de Cour des comptes pour évaluer les différents projets de Pourpa dans les territoires où c'est qui, notamment les territoires de Chili. Ils ont émis un sentiment de satisfaction en voyant les comportements des maïs et l'utilisation de bonnes pratiques agricoles tout à fait totalement dans chaque champ communautaire. Et ce sont ces mêmes pratiques que chaque producteur doit ramener dans son champ respectif. Nico Ilunga précise également que des bons résultats réalisés actuellement dans les secteurs agricoles sont aussi les résultats de l'encadrement par le Service national de vulgarisation agricole des petits producteurs agricoles, un encadrement réussi grâce à l'appui des partenaires du gouvernement. Pour la saison B, il y a eu distribution de semences par le projet Pourpa dans 4 territoires, sauf le territoire de Katanda qui est conflictuel. Il a donné des semences de qualité, il a appuyé même les agriculteurs de semences
qui vont augmenter la quantité de semences pour mettre à la portée de chaque producteur. Et ensuite, il y a les projets groupe services sémenciers. Le même projet a dû doter une petite quantité pour expérimenter le comportement de ces semences améliorées. Et il a appuyé encore les producteurs de semences pour ériger des grandes superficies de semences afin de pallier les problèmes qui posent avec dans notre province l'accès à la semence de qualité. Et le même projet a dû donner même une quantité d'engrais chimiques aux différents producteurs qui ont érigé petits champs bébés, comme ils ont nommé. Ce sont les petits champs qui vont apprendre les bonnes pratiques agricoles et voir comment le maïs va se comporter dans les petits champs bébés là, les champs mères qu'on a érigés, qui est un champ communautaire dirigé par un conseiller basé au village, à qui nous avons, nous, au service de vulgarisation, lui avons doté toutes les techniques nécessaires pour une bonne production. Nico Ilunga demande à ceux qui détiennent les terres de donner l'accès à ceux qui en ont besoin pour le développement de l'agriculture afin de lutter contre la faim et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour augmenter la production, tellement que nous avons vulgarisé, ensemble avec les différents partenaires techniques que j'ai dû énumérer ici, la même logique des champs expérimentaux ou champs école paysan est donnée par Enabel dans son rayon d'action, Padrir dans son rayon d'action et SSG dans son rayon d'action. SSG a couvert presque tous les territoires de notre province, qui forment notre province. Alors, moi je lance un cri d'alarme que nos partenaires producteurs puissent s'adonner, comme le chef de l'État l'a dit, aux travaux champêtres, augmenter les productions. Et je demande encore aux chefs, les tenanciers des terres, c'est-à-dire les chefs coutumiers, les différents chefs coutumiers, de donner l'accès aux producteurs. Il y a autant de producteurs qui sollicitent maintenant par rapport à notre sensibilisation, qui sollicitent des terrains à mettre en valeur. Alors cette difficulté qui se pose avec problème dans notre province, conflit des terres, conflit foncier, conflit des pouvoirs coutumiers, tout cela bloque le développement de l'agriculture dans notre province. Alors, je demande aux autorités qui sont gestionnaires des chefs coutumiers de faire en place, de sensibiliser et resensibiliser les mêmes chefs coutumiers, donner l'accès des terres à chaque exploitant qui veut l'en faire. Nico Ilunga, coordonnateur assistant du service national de vulgarisation agricole à l'inspection provinciale de l'agriculture du Kasaï oriental. Merci beaucoup Célestine Amboula Mukendi. Allons-y maintenant à Tshilenge. Là-bas, on dit qu'il n'y a jamais eu spoliation du terrain de la Ténède de Tshilenge ni d'une autre concession. Précision apportée à la radio diocésaine par la bourgmestre de la commune rurale de Tshilenge, à en croire Béatrice Ndelela Mutombo. Bénédiction du cadastre, de conservateurs qui sont venus chez moi pour m'amener à cet endroit-là qui nous était attribué à ce temps. Et on veut construire pour nous, par notre hôte, que tout le monde connaît, nous a envoyé sur le terrain pour aller prendre l'image de ce terrain. Que la population de Tshilenge sache que leur maman n'a aucune qualité de vendre un endroit. Il n'y a pas le problème de vente, c'est la construction d'un bureau. Que la commune de Tshilenge n'a pas un bureau. C'est dans ce souci-là que nous sommes attelés et nous avons répondu partout pour dire que nous voulons avoir un bureau. Et les gens de bonne volonté se sont pris en charge pour cela et c'est tout. En réaction, Jean-Pierre Kabon Kachimou, conservateur des titres immobiliers dans la circonscription foncière de Tshilenge, dit ne pas être au courant de cette déclaration de la bourgmestre rurale. Son service, qui du reste est technique, n'a jamais reçu une demande allant dans le sens de l'octroi d'un terrain pour la construction d'un bureau de la commune rurale de Tshilenge, comme le prétend la bourgmestre. J'ai suivi votre information de ce midi où vous avez parlé de l'octroi d'un lopin de terre à la commune rurale de Tshilenge. Les services techniques ont octroyé un terrain à la commune rurale de Tshilenge. Moi, en tant que conservateur des titres immobiliers de Tshilenge, je n'ai pas eu une demande de la commune rurale de Tshilenge cherchant un lopin de terre. Alors ce qui se fait là, moi je ne connais pas. Je n'ai pas donné un lopin de terre. Si demande il y en a, on peut toujours les formuler en bonne et due forme. Mais pour avoir donné un terrain à la commune rurale de Tshilenge, là j'ignore ça, je ne sais pas. Voilà, c'est un dossier donc à suivre. On marque une pause, on prend
une nouvelle sur le plan national avant la page météo et les sports d'Alidor Kazadi. RTF. L'actualité, c'est nous. Oui, Christophe Bitassi, moi, c'est le nouvel inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, IGF en sigle. Il est nommé par ordonnance présidentielle, lu hier soir à la télévision nationale, RTNC. Christophe Bitassi, moi, remplace à ce poste l'inspecteur général, chef des services Jules Alinguete, qui est donc mis à la retraite. Par la même ordonnance, le chef de l'État nomme Emmanuel Chibingu, inspecteur général adjoint de l'IGF. Page météo de ce jeudi 8 mai 2025, ciel couvert d'orage ce matin en Mbuji-Mayi, pas de soleil. La température ressentie est de 21 degrés Celsius. La maximale atteindra les 31 ou les 30 selon la page météo de ce jeudi. L'humidité relative de l'air est de 84%. La probabilité de pluie est de 0%, que ce soit ce matin ou jusque dans la nuit. Mais cela ne va pas vous empêcher de prendre toutes vos dispositions. Ce sont des prévisions météorologiques qui peuvent ou ne pas arriver. Fraternité Sport, le journal des sports. Ali Kazadi, bonjour. Bonjour Sabin. Ça y est, les Français l'ont rêvé et ils y sont. Pour la deuxième fois de leur histoire, les Parisiens ont validé leur ticket de la finale de la 70e édition de l'UEFA Champions League. Oui, ils l'ont fait hier au Parc des Princes face aux Interistes. Les Parisiens ont assuré, ils ont gagné 2-1 après s'être imposés en déplacement sur le terrain des Gunners d'Arsenal. 1-0. Les Parisiens rejoignent donc ainsi l'Inter de Milan pour la finale de l'UEFA Champions League. Finale qui est prévue, ça sera le 31 mai prochain à la Lions Arena à Munich pour une finale donc inédite entre interistes et parisiens. Et au pays maintenant, nous parlons des playoffs de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, avec cette première défaite de la saison en playoff pour les FC. Les Aigles du Congo, oui, ils ont aligné 4 victoires en autant de sorties. Hier, ils ont été stoppés par les Salésiens de Don Bosco à Kamalondo. Ils ont d'ailleurs ouvert le score à la 26e minute par Wanet Kachala et ont mené jusqu'à la 89e minute. Ils prennent un but égalisateur, but signé Kiembelo Sambo. À 90+2, ils prennent un deuxième but, cette fois-là sur penalty, signé Eli Kitobo. Les samouraïs de Kinshasa sont stoppés dans leur élan, mais ils gardent la tête du classement avec 12 unités, en attendant bien sûr la suite de cette 5e journée aujourd'hui, avec au total 4 matchs. Déjà à 14h de Mbuji-Mayi, Sangabalende reçoit Maniema Union au stade des Martyrs de Kinshasa. 2 heures après, Randiers offrira son hospitalité à l'AS Vita Club dans le même stade. Et pendant ce temps, à Lubumbashi, c'est le derby 100% louchois. TP Mazembe, Football Club Saint-Éloi Lupopo au stade Mazembe à partir de 15h. Mais 2 heures avant, Tanganyika va croiser l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Et sur le continent africain, on parle de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui se dispute en Égypte. Aujourd'hui jeudi, on joue pour le compte de la dernière journée dans le groupe C, le groupe qui concerne la République démocratique du Congo. Les Léopards de moins de 20 ans rencontrent leurs homologues Lion de la Teranga du Sénégal de moins de 20 ans. Et dans l'autre match, la République centrafricaine va croiser le Ghana. Dans ce groupe C, la RDC est en tête après 2 sorties. La RDC compte 4 points, un goal différence de +2. Derrière la RDC, il y a le Ghana qui compte également 4 points, mais un goal différence de +1. Le Sénégal et la République centrafricaine se partagent les 3e et 4e places au classement. Il faut noter que les 2 premiers classés de 3 groupes se qualifieront directement pour les quarts de finale. À ceux-ci, l'on adjoindra les 2 meilleurs 3e et donc qui rejoindront aussi les quarts de finale. Merci beaucoup Ali Kazadi et c'est par votre page de sport que nous terminons ce journal. À Mbuji-Mayi, il est 8h16. Merci d'avoir suivi ce journal ce matin sur Buenamontu.
Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, Sabin Misakabumboyi vous dit sincèrement merci. Merci à l'équipe des Fraternités Matin, composée d'Herbert Chibanangandou à la technique, Célestine Mboula Mukendi en studio, Ali Kazadi Mémément, Jean-Marie Moulumba à la régie d'antenne. Retenez pour l'essentiel de l'information avant de nous quitter. Abbé Mous Papam, toujours en attente de cette grande déclaration pour connaître qui va succéder au pape défunt François. Les cardinaux électeurs sont réunis depuis hier dans la chapelle Sixtine pour les conclaves. Hier, lors du premier vote, aucun d'eux n'a recueilli les 89 voix nécessaires. Ce qui a donné donc la première fumée noire sur la cheminée de la chapelle. Au diocèse de Mbujimaï, poursuite de la retraite des prêtres du diocèse de Mbujimaï au grand séminaire Saint-François Xavier. Vous avez suivi dans ces journaux les condensés de ce qu'a été les enseignements d'hier mercredi. En province, les gouverneurs de province sont rentrés hier en Mbujimaï après consultation à Kinshasa avec les membres de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et dans la foulée, c'est l'arrivée aussi de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie Sombo Ayan Mukuna, a inauguré hier les nouveaux bâtiments directorat de l'université, à qui donc sous fonds propres. Ce matin, elle va donner l'ego du 3e colloque international de l'université officielle de Mbujimaï. Et sur le plan national, il y a changement à la tête de l'IGF, l'inspection générale des finances. C'est Christophe Bitasimoa qui remplace Jules Alinguete. Il est nommé sur ordonnance présidentielle lu hier soir à la télévision nationale. Fraternité Matin, vous avez suivi la page météo ainsi que la page des sports, dominée ce matin par la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de l'UEFA Champions League le 31 mai prochain. Les Parisiens vont affronter les Interistes qui se sont qualifiés donc la nuit dernière face au FC Barcelone. L'actualité revient sur Buenamontu. Nouvelle édition à suivre tout à l'heure à 13h15. Pour le moment, excellente journée en compagnie de la radio diocésaine. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.